13,8 milliards d'années, une mystérieuse explosion s'est produite dans l'espace. C'était le chaos. Un moment où les étoiles, les planètes, les astéroïdes, le reste des corps spatiaux et les galaxies sont nés. C'était le Big Bang, une théorie que nous connaissons tous. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, d'où vient l'univers et ce qu'il y avait avant. Certains pensent même que l'univers est passé par un cycle où il s'est contracté et étendu plusieurs fois. En 1991, un cosmologiste de l'université de Stanford nommé Andrei Linde a soumis un article dont l'idée principale suggérait la possibilité que l'univers ait été créé dans un laboratoire. Selon sa théorie, il y avait une chance qu'une civilisation avancée quelque part dans le monde ait créé notre univers. Cette civilisation aurait créé un cosmos entièrement nouveau, qui a ensuite évolué vers ses propres planètes, étoiles et formes de vie intelligentes. 30 ans plus tard, de nombreux scientifiques prennent cette théorie très au sérieux. Ils ont même commencé à parler de choses que nous, en tant que civilisation, pourrions faire pour atteindre un niveau aussi avancé. La théorie dit que cette civilisation avancée a décidé d'ajouter une technologie qui a aidé à créer un nouvel univers à partir de rien. Cela a eu lieu par le biais du tunnelage quantique. Cela se produit quand un atome peut apparaître de l'autre côté d'une barrière, même si c'est censé être impossible, compte tenu des lois de la physique de notre monde. Comme par exemple, si tu voulais passer de l'autre côté d'un grand mur, mais que tu ne peux pas le passer avec des échelles ou le contourner. Imagine que tu peux simplement le traverser comme un fantôme. Dans notre monde, ce n'est pas possible, mais une civilisation plus avancée pourrait être capable de le faire. De plus, ils auraient compris comment ils pouvaient créer de nouveaux univers. En ce moment, à l'échelle cosmique, nous pourrions être une civilisation de classe C. Nous ne savons pas comment recréer certaines choses, par exemple les conditions sur la Terre si notre étoile centrale, le Soleil, s'éteint. Si nous parvenons à devenir une civilisation de classe B, nous apprendrons à ajuster les conditions pour être indépendants du Soleil. Cela signifie que nous pourrions peut-être même apprendre à vivre sans lui. Et si nous passons au niveau supérieur et devenons de classe A, nous saurons comment recréer les conditions cosmiques et produire notre propre cosmos dans nos laboratoires. Pensons au monde dans lequel nous vivons à travers 3 dimensions d'espace, Est-Ouest, Nord-Sud et Haut-Bas. Il y a aussi une dimension de temps, ce qui signifie que nous pouvons distinguer le passé du futur. Une 5e dimension représenterait une dimension supplémentaire de l'espace. La théorie de son existence a été mentionnée pour la première fois dans les années 1920. Elle a été inspirée par la théorie de la gravité d'Albert Einstein, qui a déclaré que l'espace-temps est déformé par la matière et l'énergie. Nous ne pouvons pas percevoir ces 4 dimensions, mais nous voyons comment un objet se déplace et l'attribuons à la gravité. Et peut-être qu'il y a une autre force, comme la force électromagnétique, qui est plus de 1000 fois plus forte que la gravité et qui pourrait expliquer les choses qui se passent dans cette dimension supplémentaire de l'espace. La 5e dimension est courbée, de sorte que nous ne pouvons pas la voir, mais l'idée de cette dimension a été mentionnée dans une théorie des cordes. Elle considère l'univers comme de très petites cordes de masse énergie et non comme des particules. Elle vibre dans un espace-temps à 10 dimensions, sachant que 6 d'entre elles prennent moins de place qu'un seul atome. Cela a conduit à l'image de l'univers comme une île en 3D qui flotte dans un espace-temps à 10 dimensions. De plus, la 5e dimension pourrait être une excellente explication pour nous en dire plus sur la matière noire. C'est la matière invisible qui a une masse, mais que nous ne pouvons pas voir et qui ne peut pas interagir avec la matière ordinaire. Or, la matière noire représente 85% de toute la matière de notre univers. L'univers ne peut pas être immobile. Il est constamment en mouvement, se contractant ou s'étendant. Nous pensions qu'il y avait 100 milliards de galaxies, mais il s'avère qu'il y en a plus d'1 trillion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce que cela signifie lorsque les scientifiques disent que l'univers est en expansion continue. Il y a des vides entre les galaxies qui s'étendent parfois sur des millions et des millions d'années-lumière. Ils peuvent sembler vides, mais ils peuvent aussi contenir beaucoup plus de matière que ce que nous pouvons trouver dans les galaxies. Pourtant, les étoiles ne peuvent généralement pas s'y former car la matière entre ces zones a une densité plus faible. Mais il y a quand même beaucoup d'étoiles dites intergalactiques. Un bon exemple est l'amas de galaxies de la Vierge, dont 10% sont des étoiles intergalactiques. Nous ne savons pas exactement comment elles sont arrivées là, mais il y a 2 façons possibles. Première option, les étoiles peuvent entrer en collision, fusionner ou passer près d'une autre galaxie qui peut les faire décoller de leur galaxie mère. Deuxième option, un trou noir supermassif peut accélérer une étoile à une vitesse très élevée s'ils se rencontrent de près, ce qui peut, là encore, faire qu'une étoile soit expulsée de sa galaxie mère.
Si tu disposais d'un aimant géant, tu pourrais même extraire quelque chose des environs d'un trou noir. C'est possible si le champ magnétique près d'un trou noir supermassif est aussi fort que le champ gravitationnel du trou noir. Mais cela ne fonctionne pas si nous parlons de matériel qui se trouve déjà au-delà de l'horizon des événements du trou noir. C'est la limite où la force gravitationnelle est si puissante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il faudrait que tu accélères ce matériau au moins à la vitesse de la lumière pour qu'il puisse s'échapper. Pour cela, tu aurais besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais un aimant pourrait t'aider si quelque chose se dirige vers le trou noir mais n'est pas encore entré à l'intérieur. Lorsque l'on évoque les trous noirs, tu as sans doute en tête l'image d'un vide géant dans l'espace. Mais la Voie lactée est très probablement pleine de milliers de trous noirs plus petits qui flottent dans la galaxie. Lorsqu'une étoile arrive à sa fin, elle est détruite dans une explosion de supernova qui est un cataclysme d'énergie. Durant cette explosion, les densités dans le noyau atteignent un état suffisamment intense pour que rien ne puisse s'échapper. Au même moment, la majeure partie de l'étoile explose vers l'extérieur, mais une partie s'effondre vers l'intérieur, créant un trou noir. Plus l'étoile est grosse, plus le trou est gros. Le trou noir avale alors tout ce qui se trouve sur son chemin, y compris les autres étoiles. Lorsqu'une étoile est attirée dans le trou noir, elle est déchirée à cause de la forte gravité à l'intérieur. Certaines de ses parties tombent dans le trou, tandis que les autres sont éjectées à des vitesses incroyablement élevées. Certains trous noirs pourraient avoir été formés de façon différente. Les premiers stades de notre univers étaient pour le moins assez chaotiques. Il y avait des températures et des pressions élevées, et cet état a façonné le cosmos tout entier. Dans les bonnes conditions, n'importe quelle vieille tache de gaz a pu se rétrécir pour devenir un trou noir. Et il en existe de toutes les tailles. De quelques kilos à des masses colossales comme celles de milliers de soleils. Et tout ce qui se trouve entre les deux. Les trous noirs ne sont pas vraiment noirs, ce sont des zones à forte gravité et aucun objet ne peut s'échapper lorsqu'il entre à l'intérieur. Ils se nourrissent de rayonnements électromagnétiques tels que la lumière et les particules spatiales. Comme ils consomment de la matière en permanence, les trous noirs émettent une lueur sombre. La Terre n'est pas si proche du bord inhospitalier du système solaire. Nous sommes en 6e position. Les scientifiques ont créé une carte 3D de notre système solaire où nous pouvons voir à quoi ressemble le bord. Il leur a fallu 13 ans pour la concevoir. La frontière s'appelle l'héliosphère externe. Elle marque la zone de l'espace où le vent solaire, qui est le flux de particules chargées que notre Soleil émet, est dévié et drapé par le rayonnement qui provient de la région vide au-delà de notre système solaire. La couche intérieure de l'héliosphère est celle où le Soleil et les planètes ont la forme approximative d'une sphère, alors que la couche extérieure n'est pas aussi symétrique. Cette asymétrie se produit parce que notre Soleil se déplace dans la galaxie et subit une friction avec le rayonnement qui se trouve devant lui. La Voie lactée est l'un des plus grands mystères de l'univers. Il est difficile de savoir quelle est la taille de notre galaxie, et l'une des principales raisons est que nous vivons dedans. Imagine que tu te promènes dans un centre commercial. Tu peux dire qu'il est grand, mais tu ne peux pas en être certain tant que tu ne l'as pas réellement vu d'un point de vue extérieur. La Voie lactée est composée de milliards d'étoiles lointaines qui, de loin, ressemblent à un chapelet de lumière. Il te suffit donc de mesurer la distance entre ces étoiles, et voilà, tu as la réponse. Pas vraiment. Nous avons peut-être oublié de mentionner les nuages de poussière opaque qui nous bloquent la vue. Certains scientifiques ont été assez têtus pour exécuter des modèles informatiques sur la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Il y a un halo autour de notre galaxie. Les scientifiques ont donc voulu voir s'il y avait une sorte de cul-de-sac dans la Voie lactée. Ils ont découvert que la Voie lactée s'étendait sur 100 000 années-lumière à partir de son centre. Cela signifie probablement que la galaxie entière fait environ 200 000 années-lumière de diamètre. Le problème avec cette estimation est que les halos n'ont pas tendance à avoir une frontière définitive, puisqu'ils s'effacent progressivement. C'est comme pointer une lampe de poche et essayer de voir précisément où la lumière se termine. En 2013, le télescope spatial Hubble a capturé une image de quelque chose situé à 25 millions d'années-lumière. Cela s'est avéré être une galaxie en spirale, appelée plus tard ESO 373-8, avec au moins 7 autres voisins galactiques. Et cette galaxie est aussi fine qu'une crêpe très brillante. Le télescope a également pris une photo d'un autre amas de galaxies situé à 65 millions d'années-lumière, baptisé IC 335. C'est une autre crêpe scintillante qui flotte dans l'immensité de l'espace. Les images prises par le télescope ne sont pas des plus précises. Il est difficile de dire ce que l'on voit exactement.
Ces galaxies en forme de disque ont beaucoup de nuages de poussière qui peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. Elles sont principalement situées près des centres des galaxies et sont invisibles à la lumière ordinaire. Mais on peut les détecter à l'aide d'un filtre bleu. Quoi qu'il en soit, cette galaxie, IC 335, est un disque ovale avec d'énormes nuages de gaz et de poussière. Cela signifie que des étoiles y apparaissent constamment. Mais toutes les galaxies ne créent pas d'étoiles. Une galaxie naît sous la forme d'une boule géante de gaz en rotation lente qui s'effondre progressivement sur elle-même. Lorsqu'elle commence à tourner de plus en plus vite, la forme de crêpe apparaît. C'est comme faire tourner la pâte à pizza en l'air après l'avoir roulée en boule. La garniture est constituée d'étoiles et la sauce de nuages de poussière et de gaz. Toi aussi, tu commences à avoir un peu faim ? Certaines galaxies peuvent perdre leur gaz et leur poussière si elles font partie d'un amas. Toutes ces mini-galaxies gravitent alors autour de leur centre de masse commun, le gaz les séparant. Lorsqu'une galaxie discale les traverse, comme un train à grande vitesse, la pression peut emporter cette poussière et ce gaz. De loin, on dirait qu'il s'agit d'un DVD que tu es sur le point de lire. Mais si tu voyageais à des millions d'années-lumière pour regarder de plus près, tu verrais un disque diffus rempli d'étoiles. Tu ne serais même pas capable de dire que tu es à l'intérieur. Tu verrais aussi une tache lumineuse de poussière laissée par les géantes rouges au milieu de la galaxie. Les géantes rouges sont des étoiles massives et très brillantes dont la température de surface est basse. Mais les images de ces galaxies ne nous montrent pas vraiment leur vraie couleur. Les systèmes d'imagerie maquillent certaines de ces teintes pour que tu n'aies pas à regarder quelque chose de flou ou de granuleux. Les gens ne connaissent pas vraiment les vraies couleurs des galaxies lointaines. Notre galaxie contient beaucoup de gaz, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle se dessèche de sitôt. En fait, la Voie lactée produit toujours de nouvelles étoiles, environ 7 par an. Mais certaines galaxies s'éteignent lorsqu'elles ne peuvent plus créer d'étoiles. On appelle cela la strangulation, et cela se produit lorsque les galaxies manquent de gaz, ce qui signifie qu'il n'y a plus de nouveaux matériaux pouvant être utilisés pour créer des étoiles. Le gaz et la poussière ne sont pas les seules choses que tu puisses trouver dans une galaxie. Tout comme un magicien qui sort d'un chapeau un lapin ou des fleurs, les galaxies nous réservent d'autres surprises. Tout comme les planètes, ces boules de matière qui tournent sur elles-mêmes et autour d'autres objets. Techniquement, les planètes sont loin d'être de forme parfaitement ronde, mais elles ne sont pas non plus plates comme les galaxies en spirale. C'est surtout à cause de la gravité. Elle est si forte qu'une planète attire tout vers son centre, prenant la forme d'une sphère. Au cours de ce processus, tous les bords et tout ce qui pourrait dépasser sont aplanis. Mais plus un corps spatial est petit, moins il est rond. Prends une comète, elle n'a pas toujours une surface lisse. Elle est petite et par conséquent, ses bords sont rugueux et pointus. Étant donné la taille de la Terre, on peut dire que la gravité y est forte par rapport à celle de la Lune ou de tout autre objet spatial de plus petite taille. Et à cause de la rotation constante de notre planète, il y a un renflement vers l'extérieur de la Terre. Ce tiraillement entre la gravité qui tire vers l'intérieur et la rotation de la planète ne permet pas à la Terre d'être une boule parfaite. En plus de ne pas être une sphère parfaite, la planète Terre est également inclinée. Ce défaut de conception est responsable des saisons que nous connaissons. Cette inclinaison a pu apparaître parce que des millions d'années après sa formation, la Terre est probablement entrée en collision avec une protoplanète. Un grand corps spatial en phase de devenir lui-même une planète. Vénus est unique, car elle tourne à l'envers par rapport au reste de ses semblables. Si tu te tenais sur Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, tu verrais le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Mais il faudrait que tu arrives à l'heure pour observer ce phénomène. Une journée sur Vénus dure plus de 240 jours terrestres. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la forte attraction du Soleil sur Vénus était responsable de la longueur de ses journées. Mais une nouvelle théorie affirme que Vénus avait l'habitude de tourner comme la Terre et le reste des planètes. Sauf qu'à un moment donné, elle a simplement inversé son axe à 180 degrés. Cela ne veut pas dire que la planète s'est brusquement arrêtée à mi-chemin de sa rotation et a commencé à tourner à rebours. Une théorie suggère qu'une grande comète ou un autre objet a frappé la planète dans le passé. Cela aurait pu l'amener à changer le sens de sa rotation. Mais de nombreux scientifiques doutent de cette théorie. Si tu observes la Lune pendant un certain temps, tu remarqueras peut-être que tu vois la même face toutes les nuits. Il s'avère que la Lune tourne bel et bien, mais très lentement. Le satellite naturel de notre planète met 27 jours terrestres pour tourner autour de son axe. De plus, la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Le côté que nous voyons toujours s'appelle la face visible de la Lune. Et le côté qui ne nous fait pas face est, tu l'as deviné, la face cachée de la Lune.
l'axe de rotation d'Uranus est incliné de 98 degrés par rapport au plan du système solaire, ce qui signifie en gros que la planète tourne sur le côté. Pendant un moment, les scientifiques ont cru qu'un gros objet filant dans l'espace avait heurté Uranus, provoquant son inclinaison. Mais il y a un hic. Les lunes d'Uranus sont recouvertes de glace. Une collision aussi puissante qu'elle a fait basculer la planète aurait eu pour conséquence de perturber le mouvement des lunes et leur position. Or, ces dernières semblent relativement épargnées, et toute la glace qui les recouvre est encore intacte. Tout changement majeur survenu avec Uranus aurait généré suffisamment d'énergie pour faire fondre la glace. Une autre raison de la position étrange d'Uranus pourrait être ses anneaux. Oui, Uranus a des anneaux tout comme Saturne, sauf qu'ils sont plus légers et moins lumineux. Les anneaux de Saturne sont principalement des milliards de morceaux de glace et de roches flottant en orbite. Certaines particules peuvent être de la taille d'un caillou, tandis que d'autres peuvent atteindre la taille d'une maison. D'autres particules sont des restes de comètes, d'astéroïdes et de lunes déchiquetés par la gravité de Saturne. Si tu observes les anneaux de loin, ils ressemblent à des bandes colorées composées de milliers de stries différentes, mais il n'y a en fait que 8 couches d'anneaux. Uranus aurait pu avoir des anneaux tout aussi beaux que ceux de Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. L'équilibre entre la gravité de Saturne et ses anneaux pourrait être responsable du maintien de la planète en position verticale afin qu'elle ne bascule pas. Si Uranus avait les mêmes anneaux, il pourrait empêcher la planète de basculer. Pour résoudre le problème de basculement d'Uranus, il faudrait peut-être que la planète retrouve ses anneaux. Ils aideraient ainsi Uranus à garder son équilibre.